Bonjour, je suis Cyril Attias, entrepreneur dans le digital depuis 1998 et fondateur d'agence-des-médias-sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie. Moi, je me présente comme une créatrice de contenu qui influence sur ces thématiques. J'ai commencé avec un blog, donc avant je me définissais comme blogueuse, mais aujourd'hui je suis moins active sur mon blog que sur Instagram, donc je dirais que je suis plus créatrice de contenu. Faut pas non plus organiser ces journées que pour faire de la création de contenu, parce que je trouve qu'on est arrivé à un paroxysme. Ce podcast vous est présenté par agence-des-médias-sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Élie Gipset, influenceuse mode, beauté, originaire de Lyon, qui aujourd'hui vient nous raconter son parcours d'influenceuse ou de créatrice de contenu à travers ses différentes passions, ses coups de cœur et comment aussi elle voit ce marché de l'influence qui aujourd'hui a évolué énormément depuis ses débuts, car elle a évidemment commencé avec son blog sur la mode, le lifestyle, le voyage et qui aujourd'hui change un petit peu la donne avec les réseaux sociaux et les nouvelles plateformes qui émergent. Bonjour Élie, comment vas-tu ? Ça va super bien et toi ? Super, je suis ravi de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour l'audience qui ne te connaîtrait pas ? Il peut y en avoir quelques-uns, Bien sûr. Mais rapidement sur ton profil et ton parcours. Alors, je m'appelle Élie, je viens de Lyon, j'ai 32 ans. J'ai monté un blog qui s'appelle Élie Gipset en 2013. Et en 2014, j'ai commencé à être sur Instagram. En 2017, je suis arrivée à Paris et là, pour moi, ça a pris une autre envergure. Et j'ai commencé à développer donc tout ce qui est voyage, mode, beauté, mais le développer encore plus. D'accord. C'était des passions que tu avais au départ ou ça a évolué au fur et à mesure de ton parcours ? Oui, c'était des passions. À la base, en 2013, quand j'ai monté mon blog, c'était une simple passion. J'avais envie d'écrire, de partager mes looks, de parler de mes voyages que je payais moi-même. Et j'aimais bien aller dans des endroits un peu cachés, comme le Venezuela, ce type d'endroit. Donc, j'écrivais là-dessus pour partager tout simplement mes expériences. Et un jour, ça a plu à un grand nombre. J'ai aussi travaillé pour me donner de la visibilité, notamment avec le SEO de Google. C'est important. Parce qu'on n'a rien sans rien. Mais ça m'a permis de toucher une large audience. Ok, donc tu as vu arriver Instagram finalement, alors juste avant 2012. Comment tu perçois aujourd'hui ce côté blog et réseaux sociaux ? Est-ce que tu considères que c'est la même chose ou est-ce que tu continues ton blog encore aujourd'hui ? Comment tu gères les deux en fait ? Alors déjà, le blog, ça m'appartient. Instagram, ça m'appartient pas. Donc, moi, je garde mon blog parce que t'es propriétaire. Je suis propriétaire. Et j'ai encore des marques, notamment dans le voyage, qui demandent des articles blog. Instagram, je le vois comme quelque chose, je l'ai vu en tout cas à l'époque, en 2014, comme un outil qui était beaucoup plus simple. Parce que quand tu as un blog, tu dois travailler, tu dois avoir un minimum de mots par article, tu dois travailler le référencement de tes photos, tu dois travailler le SEO. Instagram, on postait simplement une photo. Et à l'époque, en plus, c'était des photos qui n'étaient pas forcément très élaborées, mais ça fonctionnait. Et ce qui était intéressant, par contre, sur Instagram, c'était que c'était un nouveau terrain de jeu, beaucoup plus simple à aborder. Et ça a permis une autre manière d'exprimer notre créativité à nous, les influenceurs de l'époque, et qui sont encore aujourd'hui là. Oui, puis c'est assez adapté finalement à la vie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a tous un mobile, on est tous en déplacement, et on peut partager instantanément finalement le moment. Ce qui n'était pas évident et toujours pas évident avec le blog, où tu as besoin de réflexion, de réfléchir, mais c'est un autre exercice, je trouve, qui est sympa aussi. Ouais, c'est un autre exercice. Qui est différent, quoi. Tu racontes pas les mêmes histoires. Par l'écrit, tu passes des histoires différentes, tu vends des histoires différentes, tu proposes des histoires différentes, alors qu'en photo, tu laisses les lecteurs s'imaginer. En l'écriture, tu l'emportes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les moyens de communication ont changé. On est passé de l'écriture à la photo, de la photo à la vidéo longue sur YouTube, de la vidéo longue à maintenant des vidéos short de 10 secondes qui doivent plaire et être percutantes. Tout a changé, ça, on en parlera après, mais alors là, c'est un vrai dictat maintenant des plateformes, quoi. Et si tu n'avais pas fait créatrice de contenu, on va dire comme ça, tu aurais fait quoi ? Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait ou pas ? Quand j'avais
14 ans, j'avais un Skyblog. Donc et j'étais déjà dans le top 100 des Skyblogs, donc j'avais déjà commencé. Vraiment déjà. Ouais. Et je me souviens, à l'époque, il y avait Jeanne Damas aussi de Rouge qui avait un Skyblog. Après ça, j'ai eu un MySpace parce que j'étais dans la chanson. Ouais. J'ai toujours eu un côté artiste avec la danse, la chanson. Et finalement, l'influence, ça a été un autre moyen de partager qui me ressemblait beaucoup plus parce que finalement, quand t'es influenceur, tu peux incarner plein de personnages à la fois et tu peux partager plein de choses sur plein de sujets différents. Le voyage, la mode, la beauté, mon lifestyle au quotidien. Donc je pense que si je n'avais pas fait influenceuse, j'aurais été dans un domaine créatif quel qu'il soit. Peut-être, je sais pas, actrice ou je ne sais quoi. Ouais, danseuse ou créative. En tout cas créative. C'est quelque chose de créatif, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu peux rebondir aujourd'hui avec les plateformes, avec la création de chacune et les outils qu'elles te proposent. Donc, c'est un sujet permanent. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta journée type pour les auditeurs qui se disent mais comment vit Élie, c'est quoi sa journée type quoi? Alors ma journée type, déjà je me réveille tôt. Je me réveille vers 6h du matin. Je commence généralement par faire le ménage chez moi parce que ça me permet de faire le vide dans ma tête et de commencer par... Tu es une personne normale? Ouais, mais j'aime bien toujours ranger le matin comme ça. Je sais que je travaille dans de bonnes conditions. Maintenant, j'ai inscrit à ma routine le yoga. Et je commence le matin pour être très focus parce qu'en fait, le matin, je suis pas dérangée et le yoga me permet d'être concentrée. Dans un monde où aujourd'hui on est dérangé constamment par les notifications, les mails, l'instantanéité, j'ai besoin d'avoir ce moment à moi où je me ressource et où je me concentre. Et après, je réponds. Là, c'est la machine qui se met en place. Voilà. Je réponds aux messages. Je réponds aux mails, j'enchaîne les rendez-vous. Généralement, la journée, je fais pas mal de rendez-vous business, soit avec des agences, comme toi, soit avec des marques, soit des rendez-vous, des masterclass, des invitations à des événements, et des soirs. Les soirées sont très prises par plein d'événements, et aussi on voit les copines influenceuses, c'est toujours très sympa. Et dans tout ça, on crée évidemment le contenu quand on a des contrats qui tombent, et le contenu quand on a envie juste de créer du contenu de manière spontanée avec des photographes ou tout seul chez soi. Donc c'est quand même assez rythmé et assez régulier finalement. C'est intéressant parce que tu as des moments pour toi et des moments de travail et des moments de partage, dans ce que je vois dans la journée. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, cette gymnastique-là, est-ce que c'est une discipline que tu t'imposes ou est-ce que c'est vraiment obligatoire par rapport au métier quoi? Alors, influenceur, t'es quand même assez seul, hein. Donc, faut arriver à te discipliner tout seul. Mais quand tu as la passion qui est en toi pour ce métier, tu sais exactement ce que tu dois faire à l'instant T. Donc, tu arrives à rythmer tes journées comme il le faut, et instinctivement, tu te dis, bon, là, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne rendez-vous avec... Donc, tu te disciplines et tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais quelle direction prendre. Donc, il faut être vachement organisé quand même. Ouais, il faut être très organisé. C'est pas que du partage instantané en live. Non, faut être organisé, préparé. productif aussi, je dirais. Parce qu'on se rend pas compte, mais les créateurs de contenu sont un peu multitâches. On fait pas mal de choses. On peut faire de la compta, on peut faire du RP parce qu'il faut se vendre. On peut négocier des contrats, on peut faire de la création de contenu. Donc il faut aussi apprendre tous les nouveaux outils, monter des vidéos. Bon, il y en a qui délèguent, mais moi j'aime bien tout faire. Et c'est assez complet. Hein, donc, et alors justement, comment t'es organisée aujourd'hui? T'es toute seule à tout faire? T'as un agent, t'as des partenaires. Comment tu t'organises ou quelle a été ton expérience dans ces sujets-là, s'il y en a eu? Alors oui, j'en ai eu pas mal. J'ai eu plusieurs agents différents. Et à chaque fois, j'ai pas trouvé vraiment chaussure à mon pied, pour être totalement honnête. Et ça fait un moment que je fais ce métier, ça fait 9 ans. Et je me suis rendu compte que toute mon énergie et tout l'amour que je porte pour ce métier, finalement, j'y arrive mieux quand c'est moi qui le gère. Donc aujourd'hui, là, depuis 2 mois, je suis toute seule. Avant, j'avais un agent, mais finalement, ça me prenait pas mal d'énergie parce que finalement, je connais bien ce qu'il me faut pour moi. Et voilà, moi aujourd'hui, je me sens bien toute seule. Peut-être que j'aurai un nouvel agent, mais dans ce cas-là, il faudra qu'on s'apporte tout autant l'un et l'autre, avec le même niveau de connaissance. C'est vrai que nous, on entend beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une phase d'indépendance, très bien, de croissance. Une phase de maturation où finalement on a besoin de gérer l'ensemble des projets qui arrivent et donc on se dit que l'agent ou l'assistant des fois est une bonne solution. Mais effectivement, on sent beaucoup qu'il y a des agents qui débutent aussi dans le métier ou qui ne connaissent pas les codes, qui ne connaissent pas l'univers, qui ne connaissent pas l'influenceur souvent,
qui apprennent à le découvrir, mais du coup, qui ralentissent peut-être un peu les choses. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Enfin, la vraie réponse, je pense que c'est une question c'est de l'humain. Une richesse de rencontre, quoi. C'est-à-dire que si demain, tu trouves l'agent qu'il faut, génial. Puis s'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pas non plus une obligation, je trouve. C'est vrai qu'après, tu vois, on a fait des comparaisons avec le marché américain, où finalement, le marché américain est beaucoup plus structuré, mais en termes d'offres aussi. C'est-à-dire que c'est des agences d'agents, ou c'est des vrais professionnels du milieu, qui vont du coup venir avec une valeur ajoutée très forte. Et là, tu te poses pas trop la question parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de l'efficacité, tu as une charge mentale un peu plus faible, ce qui est intéressant quand même aussi parce que l'air de rien, passer de la compta à la créa et à la soirée du soir, c'est quand même un exercice qui est pas le même et qui est intéressant, quoi. Alors moi, j'ai pas d'assistante, pas d'agent là actuellement, je gère tout toute seule et honnêtement ça me va bien. Mais par contre toute la partie comptabilité, ça c'est encore autre chose. Ça je le je le délègue à une personne de confiance qui gère tout ça pour moi parce que ça c'est ma phobie administrative et je suis créative. Ouais, ça va pas ensemble. Exactement. Comment tu te définis aujourd'hui? Parce que tu as un blog, donc tu es blogueuse, créatrice de contenu, influenceuse. Je sais que le mot influenceur est un petit peu galvaudé aujourd'hui par rapport à plein de choses, mais quand on te rencontre pour la première fois, comment tu te présentes? Moi, je me présente comme une créatrice de contenu qui influence sur ces thématiques. J'ai commencé avec un blog, donc avant, je me définissais comme blogueuse, mais aujourd'hui, je suis moins active sur mon blog que sur Instagram, donc je dirais que je suis plus créatrice de contenu. Je crée du contenu et pour moi, et pour mes abonnés, et pour les marques. Ouais. Donc ça marche bien, quoi. Ça marche bien. Ouais. En tant que créatrice de contenu, tu as vécu des expériences, entre guillemets, d'influenceurs, on va dire ça comme ça, avec d'autres personnalités. Ouais. Est-ce que tu en as une qui t'a marqué ou des rencontres qui t'ont marqué dans ces expériences de marque avec les influenceurs? J'ai été ambassadrice pour la marque Tumi pendant 1 an et dans mon contrat, je devais faire des voyages et dans certains de ces voyages, j'ai eu la chance de faire des missions humanitaires. Ça a été incroyable parce qu'avant je donnais beaucoup, je partageais ma vie, mais il y avait quand même un certain côté superficiel. Et j'ai fait 3 missions humanitaires, 2 dans le cadre de ce contrat, et une 3e moi toute seule. Et là, j'ai appris à partager et à donner. Et j'ai ressenti tellement d'amour en retour sans qu'il y ait besoin d'avoir à pas du gain, quelque chose de superficiel. Donc en fait, j'ai eu la chance de partir au Népal, d'intervenir dans les communautés, de donner en gros des filtres à eau. Ah oui, ça j'avais vu ça. C'était parti avec Raphaël, non? Ouais, à l'époque. Que j'ai reçu il y a pas longtemps. Ah super. Que j'adore. Ouais, on est partis ensemble. Et c'était une vraie belle expérience. C'était parce que j'ai trouvé que c'était un peu roots quand même aussi. C'était très roots. C'était dur. On a beaucoup marché. On allait à l'Annapurna. On a fait des stops dans les villages. On a distribué des filtres à eau. On a fait une autre mission humanitaire aussi en Afrique du Sud, où là pareil, on allait dans les townships de Cape Town et on s'est rendu compte que même les gens qui travaillaient, ils avaient pas les moyens de se payer des maisons convenables. Et toutes ces expériences, on dit que ça transcende, mais c'est vrai, ça transcende vraiment. Donc je dirais que moi, les expériences qui m'ont le plus marqué, parce qu'il y a eu un avant et un après, c'est celle-ci, mais il y en a eu plein d'autres. Et honnêtement, ce métier, il nous permet de rencontrer des personnes exceptionnelles, de faire des voyages et de réaliser ses rêves. Pour rien au monde, je ne changerais ma vie actuellement. Ah non, mais moi je trouve que c'est toujours le côté sympa de ce métier, entre guillemets, c'est quand tu fais des voyages, quand tu fais des expériences. Parce que tu as différents types de collaborations, hein, tu peux connaître aussi mieux. Mais c'est pour ça que je me suis spécialisée en voyage. Voilà, ça c'est très bien. Parce que du coup, tu peux vivre des vraies émotions. C'est ça. Qui est difficile en général quand tu reçois un brief, quand tu reçois une campagne à faire. Ce qui est moins facile, quoi. Puis c'est cool de travailler pour des pays. Moi, j'ai travaillé pour le Japon. Ah oui. Tu construis avec eux le programme. Donc eux, ils ont des attentes sur, par exemple, eux, ils me disaient, Elie, nous, on a envie que tu parles du Japon, mais en dehors des sentiers battus. Donc pas Tokyo, Kyoto, on a envie que tu parles d'autre chose. Donc on construit le voyage ensemble et quand on y va, comme tu le dis, c'est des expériences extraordinaires. Donc là, c'est hyper collaboratif. Du coup, c'est très ouvert et ça change des marques classiques, je dirais. Moi, j'aime bien travailler avec les pays. Les pays, c'est sympa, Ils sont avides de ça. Enfin, je pense qu'ils sont en demande. Ils adorent. Ils adorent. Là, dernièrement, en juillet, j'ai travaillé avec Bonjour Québec. Oh, j'adore. Et donc, on a fait... J'ai fait un voyage au Québec au mois d'août. C'est vrai? J'ai adoré. Et honnêtement, c'était une superbe expérience. On était avec une team en plus d'influenceurs qui était géniale. On était avec Flora Coquerel, Megan VLT, Alia Chergui et Babi Tomé. Donc c'était génial. Avec Bonjour Québec et bien sûr l'agence qui nous a emmenés là-bas. Et là on a fait Montréal, Montérégie et Québec Cité. Et voilà, ces moments-là,
c'est des moments de vie qui restent en toi et c'est plus que des contrats. Du coup, tu as fait des meilleures rencontres. Enfin, j'imagine que tes best friends aujourd'hui viennent peut-être de ce monde-là, ou pas d'ailleurs. J'ai les deux. T'as les deux. J'ai eu les deux. J'ai des personnes, j'ai une amie qui était une amie de lycée, qui avait peur de se lancer. Et je lui ai dit, s'il te plaît, viens dans ce milieu, comme ça j'ai une vraie amie dedans. Et elle, aujourd'hui, elle a explosé. Je suis très heureuse pour elle. J'ai fait aussi des rencontres dans ce milieu où certaines de mes amies sont devenues mes meilleures amies parce que tu travailles avec, tu voyages avec. Et tu vis avec, et on partage les mêmes choses. Et pas tout le monde peut comprendre ce qu'on partage, donc j'ai un peu des deux. Ouais. Mais en tout cas, j'ai mes vrais amis, j'ai mes amis du quotidien d'où je viens qui sont toujours là, et eux ne changeront pas non plus. Ouais, et puis c'est vrai que pour avoir entendu pas mal de créateurs de contenu aussi, et d'en connaître pas mal, c'est vrai que c'est un métier hybride, bizarre. Tu peux pas avoir une vie, je vais pas dire normale, mais en fait, c'est beaucoup de choses en même temps, qui de l'extérieur peut être bizarre, peut être perçu différemment. Pour certaines personnes. Et en même temps, c'est un métier solitaire, c'est un métier de pression, c'est un métier tu montes pas tout, donc tu as aussi une façade publique, façade privée, qui est pas si évident aussi, je vais pas dire psychologiquement parce qu'on n'est pas là, mais aussi avec une charge mentale qui est différente. Et tu vois, j'avais interviewé Bruno Maltor, que j'adore, qui est dans le voyage, et il me disait, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, je passe pas que ma vie en vacances, parce que je dois faire les contenus, je dois les monter, je dois les sortir, je dois les... On travaille énormément. Et c'est beaucoup de travail et finalement pas mal de sacrifices quelque part. Et donc, il faut être dedans, je pense, pour le comprendre. Moi, j'ai une phrase, tu vois, Cyril, là-dessus, c'est que c'est pas un sprint, c'est un marathon, l'influence. Ah ouais. Moi, ça fait 9 ans que je fais ça. Il faut être régulier, il faut être travailleur, il faut être humble et gentil avec toutes les personnes avec lesquelles tu travailles, parce que un jour, le stagiaire peut devenir quelqu'un d'important. Tu dois être gentil avec tout le monde. Et tu as tout le travail en off que les gens ne voient pas. Et tant mieux. Parce que, nous, on est là pour proposer du contenu divertissant. On n'est pas là non plus pour se plaindre. On a beaucoup de chance. Mais c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup d'énergie. Certains le ressentent, mais pas tout le monde. Certains font des raccourcis en se disant c'est la vie de rêve. Moi aussi, je veux des cadeaux. Moi aussi, je veux ça. Mais en fait, comme je disais, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Et c'est très bien de le voir comme ça parce que je pense que c'est... Tu vois, nous, on a vu pas mal passer de ce que je vais appeler d'étoiles filantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la star du moment. Et puis ça monte très haut, trop haut et trop rapidement. Des fois, il y a des dommages collatéraux, donc ils arrêtent, ils font des pauses, c'est compliqué. Mais en même temps, c'est dommage parce que c'est des profils assez jeunes en général qui vont être bouffés par le système. Il faut toujours prendre un peu de mesure, un peu de recul et de savoir ce qu'on veut aussi. Je pense que c'est un vrai sujet, c'est de définir des objectifs et de se dire pourquoi je fais ça et pourquoi je veux le faire. Comme ça, on est plus serein, quoi. Et puis, il faut se connaître un peu, quoi. Tout à fait. Il faut avoir des stratégies parce que souvent, on marche à l'instinct, mais c'est la stratégie qui t'emmène loin. La stratégie de vision, de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux proposer comme contenu, quels objectifs je veux atteindre dans 1 an, 2 ans, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme image, se donner des lignes directrices et les respecter. Ouais. Nous, on dit toujours, tu vois, aux créateurs qu'on reçoit ici, qu'on peut accompagner des fois ou avec qui on a une proximité assez forte, c'est de se dire c'est quoi l'objectif à 2 ans ? Où tu te vois, toi, dans 2 ans ? Parce que des collaborations, il y en aura toujours. Il y aura toujours des briefs, il y aura toujours des gens qui vont t'appeler, il y aura toujours des sujets. Mais surtout, quel est ton chemin que tu veux créer et que tu veux laisser derrière toi ? Faire des collabs, c'est pas le plus compliqué, je trouve. C'est pas le sujet, mais c'est de donner aussi un sens à ta vie à toi ou à ton projet et de se dire je suis ravi parce qu'en 2 ans, j'ai atteint un objectif. Si t'as pas d'objectif, et ça, c'est un peu la peur du lendemain qu'ont beaucoup de créateurs de contenu, tu veux rien rater, tu sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, tu vois, le Covid a été un révélateur pour plein de gens qui se sont dit, mais attends, s'il n'y a plus rien, je peux plus travailler, je peux plus payer mes loyers, enfin, c'est compliqué. Tu vois, le vrai sujet, c'est la ligne directrice. Ça peut être précaire dans le sens où tu sais pas de ce que demain est fait. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être confiant sur l'énergie qu'on apporte et ce qu'on donne aux autres. Et à un moment donné, si tu es aligné avec toi-même, les bonnes choses arrivent. Ouais, tout à fait. Et ça appelle les bons sujets, quoi. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est de se dire, j'ai une ligne directrice, j'avance, et après, tous ceux qui même me suivent, entre guillemets, c'est-à-dire que les marques, les agences, les événements, les pays qui veulent s'inscrire dans cette route vont venir te suivre. On a parlé des plateformes, on a parlé de blog, de TikTok. Ah non, on a parlé de blog et d'Instagram, et on va parler de TikTok maintenant. Est-ce que tu es sur TikTok ? Et comment tu conçois cette plateforme aujourd'hui ?
Alors TikTok, j'ai mis du temps à m'y mettre. J'ai beaucoup de copines influenceuses pendant le Covid qui m'ont dit mais faut que tu t'y mettes, Ellie. Et en fait, j'avais du mal à faire de la vidéo comme ça. Et puis surtout, moi j'ai 32 ans. La cible de TikTok, c'est quand même plus jeune. Moi, ma cible sur Instagram, elle est plutôt 25-35. Donc, mes abonnés, eux, ne sont pas forcément sur TikTok. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un tournant où Instagram, c'est pas l'acteur majeur. Où aujourd'hui, TikTok prend beaucoup plus de parts de marché. L'algorithme de TikTok est très bien fait. Un peu mieux fait que celui d'Instagram actuellement. Ah oui, il est généreux. Il est généreux. Il donne envie. Et moi, je pense que c'est ça qui donne envie aussi aux créateurs de contenu de venir dessus. Et puis surtout, c'est addictif. Je sais pas toi, mais moi, quand je vais sur TikTok, maintenant, je peux passer 3 heures. Et ils me proposent des vidéos incroyables. Alors que sur Instagram, il y a toujours quand même ce perfectionnisme de la vidéo. Et sur TikTok, tu peux apprendre plein de trucs. Tu te fais absorber, sur TikTok. Franchement, tu te fais absorber, ils sont trop forts. C'est fort et dangereux en même temps, je trouve. Ouais, c'est un peu dangereux. Avec la plateforme. Il faut pas vivre que à travers son écran. Non, c'est sûr. Il faut vivre des aventures dans la vie. Et il faut pas non plus organiser ses journées que pour faire de la création de contenu. Parce que je trouve qu'on est arrivé à un paroxysme à ce niveau-là où, il y a quelques années, on créait du contenu ponctuellement. Aujourd'hui, il faut créer 10 stories par jour, un post tous les jours. Sur TikTok, si tu veux percer, il faut créer beaucoup de vidéos par jour. Sauf qu'en fait, on n'est pas des machines et on n'est pas non plus des esclaves des réseaux. C'est bien, mais pas trop. Mais ça, c'est bien, tu vois, d'avoir du recul. Et je pense que c'est effectivement la maturité, l'expérience qui fait que tu peux prendre du recul par rapport à ça. Maintenant, tous les jeunes qui débarquent sur TikTok ont eu des tutos sur YouTube ou sur le web et se disent c'est une pression d'enfer, c'est une vidéo par jour, c'est un gag, c'est un truc, c'est ça. Alors oui, ça marche. Oui, ça marche. Mais il faut pas être dépendant de la plateforme parce que sinon t'es passé à côté, quoi. Les gens sont malins. Ils connaissent l'algorithme. Par exemple, j'ai vu, il y avait une créatrice de contenu. Elle s'était lancée comme défi de devenir connue sur TikTok en moins de 6 mois. Voilà. Elle avait analysé l'algorithme. Et bon, je vous donne un petit secret, mais elle avait fait 50 vidéos par jour. Forcément, sur 50 vidéos par jour, t'en as qui explosent. Et au bout de 6 mois, elle a vraiment explosé. Donc oui, elle a atteint ses rêves. Elle a fait ce sacrifice pendant 6 mois. En fait, c'est toi, quels sont tes objectifs, quel curseur tu veux mettre. Moi, aujourd'hui, ma vie réelle a quand même beaucoup d'importance. Donc, j'essaie d'équilibrer entre la création de contenu et les aventures au quotidien qu'il faut vivre. T'as un créateur de contenu ou créatrice de contenu que t'adores, un modèle ou une modèle ou plusieurs. Bien sûr, j'en ai plein. Alors à l'époque, j'aimais beaucoup Garance Doré pour l'écriture. Aujourd'hui, j'aime beaucoup des créatrices de contenu danoises comme Joséphine Asgi. J'aime beaucoup Emma Léger, qui vient du Canada, mais qui, je crois qu'aujourd'hui, elle vit aux États-Unis. En France, forcément, on adore Léna Situation parce que elle est authentique et qu'elle est travailleuse et qu'elle est humble. Je suis moins de française, je suis plus mes copines en française. Mais sinon, les filles qui m'inspirent, c'est ces filles-là. C'est vrai que Léna a apporté une fraîcheur, enfin en tout cas une nouvelle écriture. Je trouve par rapport au sujet où on a fait des vidéos YouTube, les vlogs, Instagram, etc. Mais elle s'est un petit peu mise à nu aussi. Et ce qui était rafraîchissant pour le coup. C'est de pas avoir un discours formaté et pas avoir un stéréotype d'influenceur ou de créateur de contenu et qu'il y a une vraie histoire. Donc après, il faut savoir la raconter, il faut savoir le mettre en scène, mais elle sait le faire. Exactement. Ce qui est génial. Et tout ce qu'elle fait, et son hôtel qu'elle a fait il y a pas longtemps, c'est quand même une prouesse à tout niveau. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de marques qui savent même pas faire la moitié de ce qu'elle a pu faire. Tu vois. Donc elle est équipée. Elle a gardé le même groupe d'amis, elle a gardé la même ligne directrice et elle est arrivée à atteindre tous ses objectifs avec des marques très mode. Elle était au Met Gala quand même. Et aujourd'hui, comment tu vois ce marché de l'influence? Parce que du coup, tu as une expérience certaine dans le domaine. Tu vois arriver des plateformes, tu vois arriver des nouvelles créatrices de contenu et des nouveaux créateurs, tu vois arriver des marques. Comment aujourd'hui tu vois ce marché? Est-ce que tu trouves que, sans dire qu'il était mieux avant ou pas, mais j'en sais rien, mais comment tu le vois évoluer? Moi, de toute façon, je me dis pas qu'il y a mieux avant ou pas. Moi, je me dis que le monde évolue et on évolue avec ce monde où on le quitte. Moi, je trouve que c'est très bien. Avant, on était moins d'influenceurs, mais il y avait aussi moins de contrats. Aujourd'hui, les marques ont vraiment compris l'intérêt des réseaux sociaux, du digital. Et je pense qu'ils ont compris qu'avec une bonne campagne sur Instagram, sur TikTok, tu pouvais toucher vraiment beaucoup de monde et que ça leur coûtait quand même moins cher que la télé ou peut-être la radio. En plus, on peut quantifier maintenant avec les statistiques, être précis, des choses qu'on n'avait pas forcément avant. Donc, je dirais que le monde évolue. On est beaucoup plus nombreux,
Mais tant mieux. Enfin, moi, je suis cette petite nana de Lyon qui rêvait de mode. Et tant mieux si j'y suis arrivée. Et tant mieux si d'autres petites nanas ou d'autres petits mecs y arrivent et partent de rien. Et je trouve ça génial. Et il faut être ouvert à toutes ces choses-là. Ouais, donc ça, c'est vachement intéressant. Parce que est-ce que tu as senti, alors post-Covid ou pas, mais est-ce que les marques aujourd'hui, parce que tu as vécu l'évolution, comment tu ressens les marques par rapport à ça aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont matures et on va dire éduquées par rapport à ça aussi, ou est-ce qu'elles sont très demandeuses de création originale, de choses comme ça? Ça dépend des marques. Ouais. Moi, je vais te dire franchement, ça aussi, ça dépend beaucoup de l'humain. Moi, je travaille depuis un certain temps avec certaines personnes comme toi, d'agences qui me connaissent. Donc du coup, le rapport est différent, on va me faire beaucoup plus confiance. Oui. Donc quand on me fait confiance, on me laisse plus de crédit et ma créativité peut être totale. Je pourrais te donner des exemples après. T'as d'autres marques, je sais pas, beaucoup des Américains qui arrivent et qui disent moi je veux ça comme contenu, on paye ça, donc on attend telle typologie de contenu avec tel wording, tel code promo, sans prendre en compte forcément la communauté, l'expérience de l'influenceur. Et là, on n'est plus trop dans la réalité et dans ce qui marche vraiment, parce que la communauté, elle perçoit quand c'est naturel et quand c'est pas naturel. Ouais. Et bien sûr que nous, on crée du contenu gratuitement pour tout le monde de manière constante depuis des années. Et donc forcément, on travaille et on propose aussi des contenus sponsorisés avec des publicités. C'est un peu le deal. Ouais. Par contre, il faut qu'on le fasse correctement. Il faut que les marques parfois apprennent à faire confiance en l'influenceur. Alors on sait que quand ils payent, ils veulent avoir un résultat. Mais sauf que moi je leur dis souvent, quand vous faites une publicité sur TF1 et que vous payez, je sais pas, plusieurs milliers d'euros avant le 20h pour avoir quelque chose de percutant, oui, t'as une cible de 300 000, mais tu connais pas les retombées. Nous, on a quand même une communauté un peu précise en termes de répartition, hommes-femmes, d'où ils viennent aussi en France, dans le monde. Donc, il faut arriver à nous faire confiance et nous, on les connaît. Et nous, comme nos abonnés nous connaissent, et il faut faire les choses justement. Et c'est comme ça que la publicité est la meilleure, quand elle est naturelle. Et tu le vois sur les résultats, j'imagine, en plus, c'est plus naturel, donc les gens adhèrent plus à tes messages. Clairement. Nous, c'est vrai que c'est un combat aussi à agence, d'essayer d'éduquer ou bien d'expliquer aux marques qui peuvent, après, par méconnaissance ou non-expérience, venir avec des méthodes marketing, des méthodes publicitaires sur des médias, alors ça s'appelle médias sociaux ou réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'ils viennent des fois avec un brief copier-coller d'une campagne média pour les réseaux sociaux. Ouais. Parce qu'ils se disent, il y a de l'audience, il y a des gens, donc on va copier-coller le message et on va essayer de le faire. Alors, c'est de moins en moins quand même, je trouve. Faut trouver des compromis. Mais c'est vrai que nous, on dit souvent que il faut choisir une personnalité d'influenceur. Il faut lui présenter le produit. Il faut qu'il adhère au produit quand même, c'est important. Oui. Et après que le créateur de contenu interprète ce produit dans son ADN. Parce que si c'est pour avoir 15 publications similaires, autant faire du média, tu vois. Enfin, quelque part, c'est moins pertinent, je trouve. Clairement. Mais c'est un travail au quotidien. Hein. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est pas gagné. Aujourd'hui, tes contrats viennent par les agences, par les marques en direct. C'est comment? Écoute, ça vient un peu, c'est du tout venant. Ça peut venir en DM Instagram parce que les marques me suivent ou je les suis et voilà, ou ça peut être des copines qui aujourd'hui travaillent dans des agences ou qui sont freelance et qui me proposent des contrats. Ça peut venir d'agences, envoie votre mail. Ça peut venir de bouche à oreille. Enfin, vraiment, ça vient du tout venant. Faut être ouvert et voilà. Ouais. Est-ce que t'as une campagne qui t'a vraiment marqué? Une collaboration avec une marque, alors à part ce qu'on a dit tout à l'heure avec oui, Toumi, bien sûr. etc. Je peux en parler d'une cette année peut-être. Voilà, une récente qui t'a vraiment... Alors une récente, je vais te donner un cas concret. Cette année, j'ai eu la chance de faire mon anniversaire avec MSC Croisière. Donc en fait, j'ai reçu simplement un mail d'une personne, je vais dire son nom, Christelle, Christelle qui m'a écrit, qui me connaît depuis des années parce qu'on a travaillé sur d'autres voyages, sur d'autres collaborations dans les années passées. Et elle m'a dit je travaille avec MSC Croisière, c'est mon client et il voudrait un peu redorer l'image des croisières et pas juste la croisière en couple, proposer d'autres choses. Et moi je l'ai appelée tout de suite et je lui ai dit alors Christelle, moi je te le dis, moi le mois prochain j'ai mon anniversaire. Je pense que ça serait trop cool qu'on mette en avant les voyages entre copines, soit pour les EVGF, soit pour les anniversaires, soit pour les EVG.
et qu'on parle d'un projet un peu plus créatif. Et on a travaillé pendant 2 mois sur toute la logistique, où est-ce qu'on part, quel programme on fait, quelles activités on fait, quelles copines on met. Moi, c'était vraiment mon anniversaire. Je suis partie avec des vraies copines. J'ai pas pu emmener tout le monde. T'as eu un vrai gâteau ? J'ai eu un vrai gâteau. Et surtout, en dehors de ce voyage qui était une publicité pour MSC, moi, j'ai pris énormément de plaisir à le faire et j'ai adoré le côté collaboratif qu'il y avait entre Christelle, moi et mon agent de l'époque et toutes les amies qui ont été là et qui ont aussi joué le jeu sur cette campagne. On a eu un reach qui était très bon parce qu'on était 6, donc forcément l'union fait la force. On a tous très bien communiqué et derrière ils ont lancé plein de voyages avec. Donc ça a lancé un format de campagne. Pour la marque aussi et pour MSC Croisière. Pour MSC Croisière, pour lancer aussi un format, ce qui est intéressant. C'est ça. Et pas juste un voyage de presse où on a invité des gens qui se connaissent pas et où on fait juste 3 contenus. Non, parce qu'en fait, quand tu prends plaisir et que MSC nous a vraiment gâtés, t'as envie de faire plus, quoi. T'as envie de montrer le meilleur de tout ça. Donc ça, c'est un super projet qu'on a fait cette année et qui m'a touchée. T'es toujours dans les voyages de presse ou il y en a souvent, j'imagine? Ouais, il y en a et ça, souvent. Comment c'est géré aujourd'hui? C'est bien géré ou c'est toujours un peu compliqué? Moi, j'accepte pas tous les voyages de presse. Ouais. Je demande souvent qui est là parce que j'ai envie de partir maintenant avec des gens qui me font du bien, avec qui j'aime bien collaborer. Après, c'est aussi les destinations, ça va être aussi les marques, pour quels produits on travaille. Moi, j'aime bien faire des voyages de presse. Comment tu choisirais tes collaborations aujourd'hui? Est-ce que tu as des critères de sélection au-delà de l'humain et au-delà du budget, quelque part, qui est quand même intéressant? Les marques qui me ressemblent. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est que j'attire les marques qui me ressemblent. Les marques qui me ressemblent pas, j'ai dit non il y a quelques années pour elles parce que c'est pas mal inédito ou moi naturellement je vais pas dans ces boutiques-là, donc j'ai pas envie de les mettre en avant, ou alors parce que elles ont pas une image, je sais pas, qui me plaît, tu vois, dans leur valeur. Donc aujourd'hui, je dirais que j'ai de la chance. Les marques qui m'approchent, c'est des marques pour lesquelles j'ai envie de bosser. Là, comme récemment, là, au mois de septembre, j'ai bossé avec La Vallée Village. On a fait une OP en août et elle est sortie en septembre. On a fait un concours, on a fait gagner des bons d'achat. Les abonnés étaient trop contents. Univers, bien sûr. Et c'est mon univers. J'aime bien les bons plans. J'aime bien parfois le haut de gamme. Donc, je travaille aussi pour Celency où c'est de la seconde main. C'est du mobilier d'intérieur, c'est des valeurs que j'adore. Pareil, on a fait gagner aussi des cadeaux pour mes abonnés. J'aime bien aussi remercier les gens qui me suivent au quotidien et avoir une proximité avec eux parce que aujourd'hui, il y a le choix. Ils peuvent aller voir un peu tout le monde. Il faut arriver à être dans la gratitude de tout ça. Et alors, on a eu pas mal de polémiques avec les gens de Dubaï, télé-réalité, pas mal de scandales. Je les mets pas tous dans le même panier parce que il y a des gens de télé-réalité qui sont très bien, puis il y en a qui se font avoir ou pas par des machineries. Est-ce que tu crois que est-ce que tu sens, en tout cas dans les collaborations que tu peux avoir ou les relations avec les marques, que ça a eu un impact sur ce monde de l'influence? Sur le monde de l'influence, non. Sur le monde extérieur, oui. C'est-à-dire que dans le monde de l'influence, on différencie bien les deux. Les personnes qui sont issues de la télé-réalité, ils sont sur un modèle type où ils ont des partenariats qui sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Moi, je vois, ou alors ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui se détachent de cette image de télé-réalité. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui s'en détachent aussi. Mais il y en a beaucoup qui continuent aussi sur ces modèles types. Par contre, pour le monde extérieur, pour tout mon entourage qui n'est pas dans le milieu de l'influence, ça n'a pas entaché, parce que c'est très négatif de dire ça, mais en tout cas, ils assimilent les influenceurs aux influenceurs de télé-réalité. C'est-à-dire que dès qu'un influenceur de télé-réalité va faire une dinguerie, il y en a parfois, ils vont se dire, mais c'est ça les influenceurs, ils vont faire des amalgames. Alors, nous, on est là pour dire, nous, nos communautés, on les a montées nous-mêmes, parce qu'ils nous apprécient. On m'a proposé des télés, j'ai refusé parce que j'avais un peu peur de l'image qu'on pouvait véhiculer de moi. Et je voulais garder une certaine image de marque, donc on est différents. Mais dans le milieu de l'influence, je trouve que c'est très différencié. Je t'assure que les marques, elles font bien la différence. Mais dans le monde
pas normal, mais dans le monde du grand public, en tout cas, c'est comme ça. Il y a des amalgames qui peuvent être faits. Ouais. Et parfois, ils se disent influenceurs, c'est forcément influenceur de télé-réalité. Ouais. Alors qu'en vrai, nous, on est là depuis 10 ans et les influenceurs télé-réalité, ils sont là depuis moins longtemps. En tout cas, ils travaillent avec ça depuis moins longtemps parce qu'avant, ils travaillaient qu'avec la télé. Bah oui, moi, j'appelle ça les gens populaires. C'est-à-dire c'est un peu le label vu à la télé. C'est donc ça. Forcément, tu montes en télé, tu prends de l'audience. Après, c'est mon avis. Et après, tu ressors. Et on travaille derrière, mais quand tu regardes, c'est vrai que les partenariats marques avec qui ils travaillent, c'est aucune marque nationale. Ouais. C'est des compléments alimentaires, c'est des blanchiments de dents, c'est des produits pas suspects, mais des produits qu'on connaît pas et les marques qu'on connaît pas. Non. Donc ça, c'est vrai que c'est assez normé, mais je trouve que ça a fait un peu de mal entre guillemets parce que le terme influenceur est devenu un gros mot. Ouais, parfois oui. Parce que c'est devenu un raccourci média aussi qui est souvent pris pour aller plus vite en disant influenceur égale voleur égale escroc égale Dubaï. Ce qui ne plaît pas non plus à Dubaï. Je pense qu'ils sont en train de les sortir rapidement, mais en tout cas, ça va arriver. Mais effectivement, c'est ce côté un peu qui entache la thématique au sens large et qui est un peu dommage. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel, en tout cas, c'est bien isolé. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu côtoies ces notions de NFT, de métaverse, des trucs comme ça j'adore. C'est vrai? J'adore. Mais moi-même, j'ai investi en crypto-monnaie. Je m'intéresse à la blockchain et à tout ça depuis 2017. Moi, j'adore toutes les nouvelles technologies. Je pense que quand on est dans le digital, on aime bien ce genre de choses. Ouais. Donc, j'ai d'ailleurs fait la promo de certaines NFT l'année dernière. D'accord. J'aime bien en parler. Après, je parle pas trop d'investissement crypto parce que c'est complexe. C'est touchy. Ouais, t'as pas le droit et puis il y a des contraintes. Pas trop, voilà. Donc, mais ouais. Bah écoute, je vais te proposer de lancer un NFT alors, parce qu'on va lancer un NFT avec le podcast. Pourquoi pas, avec plaisir. Donc on fera un contenu exclusif que pour les possesseurs du NFT, qui sera gratuit, parce qu'on n'a pas de vocation à faire de l'argent avec ça. Non, là c'est le côté ludique qui est intéressant. Ouais, exactement. Quoi. On arrive à une partie de l'interview d'association d'idées. Donc je vais te dire un mot et tu me dis ce qui t'évoque. Ok, let's go. Tac au tac, comme ça. Ok. Blog. Écriture. Influence. Partage. Dubaï. Voyage. Agent. Tu me poses une colle là. Ouais. Agent, en amour, c'est ça le plus dur. Agent, je dirais contrat. Ouais. Et voyage. Expérience. Super. Est-ce que tu as une prochaine collab qui arrive que tu peux nous... Alors, on va sortir le podcast dans quelques temps, mais qui arrive et que tu peux dévoiler? Ou un projet? Là, moi, déjà, j'ai envie de repartir. Ah. Je reviens des États-Unis, mais j'ai déjà envie de repartir. Je sais pas encore où, mais je pense que je vais aller peut-être en Asie du Sud ou quelque chose comme ça, parce que ça a pas mal réouvert. En collaboration, là, je vais travailler plus sur de la beauté, sur une marque de beauté, sur des routines beauté. Là, ça arrive prochainement, et d'ailleurs, je dois rappeler les personnes juste après. Donc, on va suivre ça, on mettra la collab sur le lien. Après, tu sais, ce qui est bien dans ce monde-là, c'est que tous les jours, il y a des nouvelles opportunités. Ouais, c'est sympa. Et après, ce que j'aimerais beaucoup faire, moi, mais c'est pas trop dans ce domaine-là, ça serait plus d'explorer des nouveaux domaines créatifs. J'adore le cinéma, j'adore tout ça. Donc moi, j'aimerais plus apprendre et expérimenter. T'as été approché par des studios ou par des... Je sais j'ai eu une discussion avec un réalisateur qui me dit, en fait, on est poussé en interne pour intégrer les créateurs de contenu dans nos séries. Parce qu'ils savent que ça va, entre guillemets, faire le... t'as Paola qui a fait un truc sur Netflix, qui vient de faire une série. Pareil qu'elle avait juste fait un casting, cast Netflix, et voilà, ça a pris. Moi, j'ai été approchée par UGC pour être amenée sur un tournage, notamment de La Vérité si je mens. J'étais figurante, mais on m'a coupé au montage, et j'ai attendu beaucoup. J'aimerais avoir d'autres expériences. Ouais, c'est pas la meilleure, peut-être, t'as raison. Donc voilà, je lance des bouteilles à la mer, et puis après, on verra ce qui revient. C'est vrai qu'il y a un lien de plus en plus fort entre le monde du cinéma, de la télé, de la musique, l'influence, qui commence à s'intégrer quelque part. Des fois, il y a des chanteuses ou chanteurs qui sont... On ne sait pas s'ils ont été influenceurs avant ou chanteurs avant, mais il y a un mélange des mondes aujourd'hui. Et pas mal de prods s'interrogent sur l'intégration de personnalités déjà existantes. En fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'écriture cinéma. C'est communauté, donc. Donc en fait, on n'a pas à créer de personnage, mais après, il faut rentrer dans un rôle parce que c'est pas que votre vie à vous. Non. Mais du coup, ils ont pu voir avec vos réseaux pas mal de castings finalement. Parce qu'en fait, ça fait un casting en vrai
et ils se disent tiens, c'est intéressant. Donc ça, je pense que c'est une évolution qui va arriver. Ouais. Et après, il y a toujours la question de savoir jouer, de savoir parce que Bien c'est un sûr, métier. C'est un métier. Faut appréhender quoi. Mais ouais, tout à fait. mais c'est des mondes qui vont se rapprocher, je trouve. Mais je pense que quand tu es créatif, tu apprends à travailler sur toi et à être autodidacte. Et après, il faut savoir aussi t'entourer des bonnes personnes qui vont t'apprendre. Et on n'a rien sans rien. Hein. On ne devient pas quelqu'un sans travailler. Il faut travailler dur. Est-ce que tu aurais un conseil à un jeune créateur de contenu qui, allez, se dit demain, je vais être un gros TikToker ou un gros Instagram. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Le premier conseil que je donnerais, c'est d'avoir les bonnes intentions. Les bonnes intentions pour soi et pour les autres. Il faut pas être attiré par la patte du gain, parce que c'est des choses que j'ai beaucoup vues ces dernières années. Chose que moi, par exemple, quand j'ai commencé, je pensais pas que l'influence, ça deviendrait comme ça. J'ai écrit un blog pour écrire et pour partager. Donc je pense qu'il faut avoir déjà, de un, les bonnes intentions, et de deux, il faut avoir de la rigueur et de la régularité. C'est vraiment ça le secret. Si t'es pas rigoureux et que t'es pas régulier, à un moment donné, ça prend pas. Par contre, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui approchent du succès, mais qui abandonnent et ils sont passés à côté de certaines choses. Ouais. Donc, il faut arriver à avoir cette régularité. Et la dernière chose, c'est de soigner son réseau. Parce que le réseau et l'information, c'est le pouvoir. Pour moi, en tout cas, mon réseau m'a beaucoup apporté ces dernières années et il faut le soigner. Il faut être gentil, humble et généreux. Non, et puis c'est une histoire de rencontre, donc c'est forcément un réseau extérieur, pas réseau social, mais un réseau humain qui va aussi te faire rencontrer d'autres gens et te faire passer d'une expérience à l'autre. Je pense que c'est ça le sujet. On oublie souvent que les réseaux sociaux ou que les créateurs de contenu, c'est un réseau d'humains. C'est un réseau humain, en fait. À la base. Beaucoup de gens l'oublient, quoi. Quand même. Nous, dans le milieu, on le sait. Oui. Vraiment, on le voit. Côté agence, côté marque, des fois, on se dit... Puis on travaille ensemble. Enfin, comme on travaille de manière individuelle, comme je disais au début, on est beaucoup tout seul. On a besoin de se nourrir des autres. On a besoin d'aller voir les agences, d'aller voir les marques, de les rencontrer. On devient des collègues. Et c'est ce réseau-là et c'est cette bonne entente qui fait qu'à un moment donné, ça fait un bon melting pot, quoi. Est-ce que tu aurais une série favorite que tu emmènerais avec toi sur un voyage dans une île déserte? Il y en a tellement. Ou un livre? Alors, choisir. Ok. Penser comme un moine, comme livre, parce que ça t'apprend à déconnecter un peu des réseaux sociaux. Dedans, il te dit que moi, par exemple, j'avais un mauvais réflexe, c'est que le matin, je prenais mon téléphone à 6h du matin, tac, 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 je commençais à répondre aux messages. Et en fait, il dit dans ce livre, même une voiture, une très bonne voiture de sport, elle fait pas du 0-200 km/h en 2 secondes. Et c'est ce qu'on inflige à notre cerveau. Donc, apprendre à déconnecter, penser comme un moine, c'est pas mal. Comme série, moi, il y a une série, c'est classique, mais je l'adore. C'est Sex and the City. Elle me fait du bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'être Carrie Bradshaw et c'est elle qui m'a inspirée à écrire sur mon petit blog. Et c'est cette série que j'emporterai avec moi sur une île. Ouais. Mais qui a été un révélateur de carrière pour pas mal de gens. Hein. Exactement. Génial. Écoute, on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais une personne à me recommander que je devrais écouter, avec qui je devrais discuter dans ton environnement? Alors, je te dirais mes amies. Elles sont super, elles sont incroyables. Alia Chergui, par exemple. Il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. On fera une petite liste et on verra qui est intéressé. Parce qu'elle peut ne pas être intéressée aussi. Hein. Mais c'est un soleil à Alia. Donc, Écoute, merci beaucoup, Élie, pour ce moment de partage. Merci. Et je suis ravi de t'avoir donné aussi la parole pour exprimer ce que vous vivez au quotidien, qui n'est pas non plus... Puis de vous exprimer, d'avoir un temps long, pour le coup. Merci pour cette discussion très franche et transparente. Toujours intéressant de donner aussi les clés de notre milieu, parce que on a une certaine image de l'extérieur et c'est bien de mettre un pied dedans pour se dire voilà comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci. À très vite. À très vite. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Athias ou m'envoyer un message sur podcast@marketinginfluence.fr. À bientôt.